C'est parti. Ah oui, je vois l'indication. Ok, on y est? Attends, je cherche, je vois, je regarde. Suspense. Ah ouais, oui, 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 oui. Si, si, c'est bon. Depuis 2 minutes. Bonjour, bonsoir tout le monde, Yorana. Rana, Alors, Vas-y, Sarah. et ben du coup, ben merci à tous d'être là parmi nous pour cette conférence qu'on a voulu proposer pour la Journée des droits des enfants. Donc, oui, donc moi c'est Sarah, donc je suis la présidente de l'association Parents Autrement à Tahiti. Et donc chaque année, effectivement, on fait un événement pour nous rappeler à quel point il est important de respecter nos enfants, donc notamment avec cette journée spéciale de la journée des droits des enfants. Et donc il me semble que c'est la 31e année, cette année, où cette convention a été signée par l'ONU et une cinquantaine de pays dans le monde. Donc voilà, donc c'est un événement important, il nous semblait, donc même malgré les particularités de la situation sanitaire qui a fait qu'on n'a pas pu faire d'événement en présentiel, on a voulu quand même pouvoir vous offrir avec des amis là qui sont avec moi ce soir, des outils pour pouvoir respecter au mieux les droits de nos enfants et tout en respectant des limites aussi parce que ben, il faut que tout le monde soit gagnant et donc nous parents devons aussi y trouver notre compte. Donc du coup, je présentation. Donc je suis Sarah, j'ai 2 enfants et donc 4 ans et 11 ans maintenant. Ils grandissent, ils poussent. Et puis, bon, et puis plein d'autres choses. Mais je vais passer quand même la main à Rémi. Avant ça, je fais juste une petite aparté sur le fait que vous voyez que Moya n'est pas parmi nous ce soir, malheureusement. Elle est malade, donc on lui fait plein de bisous. Et on pense à elle très fort. Donc, Rémi, je te laisse la parole pour te présenter. Yorana, moi c'est Renoui, je suis papa de 2 enfants et voilà. Je, je fais de mon mieux aussi dans leur éducation et surtout pour l'instruction en famille. Et avec mon épouse, ben, on a suivi ce concept récemment et on trouve que la famille c'est important et il faut en prendre soin. Et voilà. Je vous dis, c'est la journée des droits de l'enfant, donc c'est un peu leur journée aussi, quoi. Donc, Tout à fait. et je ferai de Merci, mon Rémi. mieux pour répondre aux petites questions, selon mon niveau, bien sûr, et mes compétences. Merci, Lémi. Ouais. Du coup, les copains, je vais paraître carrément pipette là. Yorana, tout le monde. Moi, c'est Maïté et j'ai 2 enfants aussi. J'ai donc 2 garçons, 4 ans et 2 ans. Et, je fais aussi plein de choses. En tout cas, là, récemment, je me suis lancée, comme Sarah, avec les encouragements de Sarah aussi, notamment, dans le coaching parental. J'essaie d'accompagner à ma manière les familles dans un mieux vivre ensemble. Et puis, j'ai choisi de démissionner de mon job il y a 4 ans, l'âge de mon grand garçon. Donc, ça a beaucoup de sens pour moi et pour vraiment être acteur, plus acteur de ma vie, plus que je pense qu'à l'époque, j'étais un petit peu plus victime. Je me sentais victime en tout cas. Et aujourd'hui, je suis très, très
certains de ces droits avec vous. Parce que d'abord, bon, certains de ces droits, parce qu'on ne pourra pas tous les aborder, tout simplement parce qu'il y en a 54. Donc, c'est beaucoup. On ne pourra pas les passer tous en revue, mais c'est important quand même je crois, on croit que c'est important d'en parler et puis de peut-être faire émerger des questionnements et aussi d'apporter un peu d'éclairage sur tout ça. Donc, je vais montrer tout de suite une petite affiche qu'on a choisi ensemble de partager avec vous. Alors, comment je fais ça déjà? Voilà, ici. Je vous montre ça tout de suite. Bon. Normalement, là, vous voyez ma petite affiche. Du coup, pourquoi cette affiche? Parce que comme je vous disais, il y a une cinquantaine de droits pour nos enfants. Ici, il y a quelques droits, je crois qu'il y en a une douzaine, c'est ça, Sarah, qui sont affichés sur ce petit document. On l'a trouvé assez sympa et puis elle énumère quelques droits. Je vous propose qu'en fait, vous savez quoi, on va les lire ensemble. Juste avant, voilà, on n'est pas expert de tous ces droits, mais peut-être que vous pouvez aussi nous apporter un éclairage ou peut-être des témoignages à la lecture de ces droits. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser des messages sur Facebook. On va essayer régulièrement de vous lire. Donc voilà, les droits de l'enfant. Donc, extrait de la Convention internationale des droits de l'enfant qui est en vigueur dans la quasi-totalité des pays membres des Nations unies. Le premier que vous voyez ici, en haut à gauche, le droit à la compréhension et à l'amour des parents et de la société. Deuxième, le droit d'avoir un nom, une nationalité et d'accéder à la justice. Le troisième, le droit à une éducation et à des soins spéciaux quand il est handicapé mentalement ou physiquement. On aura peut-être l'occasion de parler d'éducation d'ailleurs. Le droit à un niveau de vie suffisant, une maison, des vêtements, de la nourriture. Le droit à l'égalité, sans restriction de race, de religion ou de nationalité. Le droit d'être soigné par des médecins. La protection en cas de guerre. Et puis, dernière ligne ici, le droit à l'éducation gratuite et aux activités récréatives. Le droit au secours prioritaire en toutes circonstances et enfin, le droit à la protection contre toute forme de cruauté, de négligence et d'exploitation. Donc voilà un petit peu pour cette affiche. Maintenant, la question, c'est parmi ces droits, eh bien, lesquels vous posent le plus de difficultés dans votre quotidien? C'est une vraie question et pour cette conférence, en réalité, on aimerait que ce soit aussi un échange, que vous puissiez vous sentir libre de dire bien, ce qui vous vient à l'esprit et puis surtout ce que vous ressentez peut-être à la lecture de ces droits. C'est ça qui est important, c'est que cette conférence, elle nous serve à tous en fait. Et puis comme ça, vous pourrez peut-être la partager aussi autour de vous. Donc voilà, écoutez, on va commencer peut-être, je vais regarder si vous nous avez laissé quelques commentaires. Je regarde. Vraiment, Pour dites-nous. l'instant, il n'y a pas. Ok. Ouais. Pour l'instant, tu dis, Sarah? Donc pour l'instant, il n'y a pas de questions, de commentaires, mais vraiment, D'accord. dites-le nous. Effectivement, sur la fiche, là, quand vous la regardez, quel droit vous pose le plus de soucis, effectivement, à la maison, comme a dit Maïté. Vous Ah, il y a eu un répondre. petit Oui. tonnerre chez toi ou? Bah, Il fait pas beau chez Sarah. c'est pas chez moi non plus. Oui, les Quel amis. droit ça stimule? Non. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Ok, eh bien écoutez les amis, pour l'instant on n'a pas de questions. Ouais. Salut tout le monde. Bonsoir, nous dit Yorana à tous. Hein? Yorana, Oui. Nancy, Seb, Laura, Larissa, Hinari. Merci d'être là. Merci à tous d'être là. C'est vraiment chouette. Vous êtes 16 déjà connectés et peut-être que certains arriveront un peu plus tard. Donc, Mais du coup, juste on pour attend. rappel,
Oui, vas-y Maïté. On est sur, du coup, cette affiche pour ceux qui nous rejoignent, des droits de l'enfant. On a quelques droits ici. Il y en a une cinquantaine. Mais ce qui nous intéressait, en fait, c'était de voir avec vous, eh bien, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, peut-être, en lisant ces droits? Est-ce qu'il y en a qui vous posent un petit peu des difficultés? Est-ce que là, tout de suite, il y a bam, une situation qui vous vient en tête? Tiens, ce droit-là, ouais, j'ai plutôt du mal avec. Et quelles difficultés vous rencontrez? Et n'hésitez surtout pas à me poser des questions par rapport à ça, en fait. C'est à ça que ça sert. Ok, en attendant que les questions arrivent, du coup, on peut faire un point par rapport donc à l'émergence à la base donc de ces droits des enfants, parce que bon, c'est assez ancien, hein, finalement, ça a été créé en 1989, donc ça date un petit peu. Et à la base, c'est vrai que c'était surtout fait ça a été surtout fait par rapport aux grandes maltraitances, aux grandes injustices que vivent les enfants, que vivaient les enfants dans le monde. Aujourd'hui, il y en a encore énormément. Heureusement, en Polynésie française, on est quand même relativement préservé et gâté par rapport à la guerre, par rapport à la famine, par rapport à ce genre de fléaux qui peuvent y avoir dans d'autres parties du monde. Et pourtant, il y a quand même un fléau dont on ne parle pas beaucoup, qui est un petit peu tabou ici, mais que tout le monde connaît, ce sont les violences intrafamiliales, c'est-à-dire toutes les violences qui se passent au sein de la maison. Parce que malheureusement, il y a une culture fondée ou pas. Pour moi, elle ne l'est pas, mais voilà. Il y a une culture de la violence chez nous, en Polynésie. Et donc, du coup, ben, la fessée, elle va vite, la gifle, les insultes, ce genre de choses. Et donc, du coup, ces droits, même si parfois ils nous paraissent un peu peut-être éloignés de nos situations, ils sont quand même hyper importants, même pour nos enfants du Fénois. Il y a aussi tous les droits, enfin toute la maltraitance vraiment avérée qui est très importante aussi ici au niveau de tout ce qui est inceste et vraiment maltraitance grave. Ça, c'est clairement aussi... là, je voyais un article aujourd'hui qui disait qu'il y avait à peu près 2000 enfants placés en Polynésie française par an ici. Donc voilà, c'est quand même énorme. Euh, Aujourd'hui, nous, avec nos expériences à Maïté, Rénoui et moi, on va plutôt vous parler des petites violences, même si elles ne sont jamais vraiment petites, mais des violences qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. Donc, les violences du quotidien que l'on dit éducatives, que l'on utilise à des fins soi-disant éducatives, en tout cas que l'on croit que ça va nous permettre d'amener notre enfant sur le droit chemin. Et pourtant, aujourd'hui, grâce aux neurosciences affectives et sociales et plein d'autres outils qui sont très récents, hein, on sait au niveau scientifique que toutes ces violences, aussi petites soient-elles, hein, la fessée, la tape sur la main, les petites moqueries, de toute façon, toi, tu n'y arriveras jamais, ou ce genre de choses, ou même mettre les enfants dans le jardin. Enfin voilà, il y a des trucs qui peuvent être quand même. Moi, j'avais une maman par exemple qui m'avait contactée parce que ben il y avait des enfants qui étaient mis en culotte dehors dans le jardin pour les punir, tu vois, pour voilà, parce que bah du coup ils respectaient pas les règles de la maison, donc du coup bah, ils étaient mis à attendre. Voilà, et donc ça peut paraître, évidemment que l'intention du parent qui fait ça, ça va être d'apprendre à l'enfant pour que l'enfant ne devienne pas délinquant, ne devienne pas... Sauf qu'en fait, on se trompe en faisant ça, parce qu'on sait aujourd'hui que finalement, ces façons de faire avec nos enfants amènent justement à des comportements violents, à de la rébellion, à de la revanche, et amène des comportements donc du coup violents envers les autres et donc voilà, engendre violence, etc. Que ce soit sur leurs camarades ou plus tard que ce soit sur leurs conjoints et leurs propres enfants. Donc voilà pourquoi les droits des enfants sont quand même
très, très important, même dans nos sociétés qui paraissent un petit peu privilégiées. Donc, voilà, notamment ici en Polynésie. Voilà, je ne sais pas si vous avez des trucs à rajouter sur ça, Réunie, par exemple. Euh, oui, peut-être. Je pense que les droits de l'enfant sont de base faits pour les parents. Ici, ce qui arrive souvent, c'est que les parents ne se renseignent pas, sont mal renseignés ou ne font pas attention. Et si les parents connaissent un peu déjà les droits de l'enfant, hein, au moins les plus importantes, il y en a beaucoup, hein, ça joue déjà beaucoup aussi, hein. Ça peut aider sur l'éducation à la maison et le suivi de leurs enfants aussi. Ça joue sur plein de choses. Et ouais. Il y a Thierry qui est trop content que tu sois là, Rémi, qui nous dit Hello, c'est génial, il y a un papa. Très Ah, important. salut! C'est très, très important. Et justement, c'était C'est important pour nous d'avoir un papa avec nous, juste pas. Et donc, peut-être que bah, on peut parler peut-être de ça si tu veux, Rémi, la place du papa. Pourquoi c'était si important? Pourquoi je t'ai demandé juste une toute petite insistance, mini, de Ouais, venir vas-y, parler vas-y. de ça. Alors, c'est un gros point aussi, hein, le rôle du père à la maison, je trouve que c'est important. Quand on est un enfant, enfin, moi j'ai deux enfants, deux garçons, un de 3 ans, j'ai pas précisé tout à l'heure, un de 3 ans et le deuxième de 1 an et demi. Et en fait, en tant que père, on est aussi le modèle de nos enfants. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, et on est on est leur reflet, mais aussi la sécurité pour eux. Donc, c'est important de faire attention à tous nos actes, nos actions, nos paroles. Et après, le rôle du père, il y a beaucoup de choses encore à dire. Euh, Par exemple, je sais que il y a certains papas que j'entends parler qui disent oui, mais quand la maman allaite, eh bien, moi, j'ai pas ma place. Et du coup, le bébé, il n'est pas intéressé par moi. Et finalement, bah, je m'intéresserai à mon bébé quand ce sera plus intéressant, quand il y aura plus d'interactions, grosso modo, quand il va commencer à parler, à vouloir jouer, tu vois. Sauf que ça, c'est du coup bien un an et demi après. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Et comment tu l'as vécu, la naissance de tes enfants? euh, déjà, mon épouse, elle allait. Donc, en tant que papa, on se sent un peu pas utile des fois. On sent que on sert un peu à rien, hein. Et justement, non, on a notre rôle à jouer aussi derrière. On soutient nos épouses. Je pense qu'il faut se partager des rôles, hein. Avec ton épouse, toi, tu peux gérer mieux ceci, cela. Et moi, je gère autre chose. Qu'elle allait, j'ai pas de titi à donner, moi. Donc. Et il y a autre chose à gérer derrière, hein. C'est toute une organisation. C'est déjà de bien s'organiser. Exact. Génial, merci beaucoup. Et du coup, ça peut être un peu une référence au premier droit, hein, qui est le droit à l'amour de ses parents. Parce que ben, il n'y a pas que la maman et le papa, il est très 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 important pour l'équilibre émotionnel et psychologique de l'enfant. Donc c'est important d'avoir les deux, ouais. Quand on peut, évidemment. Est-ce que Maïté, tu voulais rajouter quelque chose? Enfin, il y a une Alors, question. Enfin, vas-y, rajoute si tu veux. Et après, il y a une question de Moya. non, écoutez, bah, moi, je suis vraiment, enfin, c'est évident pour moi, quoi, que dans le couple parental, le papa, il a une place importante. Et merci, Rémi.
Même si le papa ne donne pas le titi, il y a tellement de choses à faire à la maison. Et plus que des choses à faire matériellement parlant, il y a aussi le soutien moral, psychologique, émotionnel qui est très, très, très important, quoi. Les regards d'amour, de tendresse, les câlins et tout, c'est super important et c'est important que la maman soit justement heureuse, quoi, parce que elle transmet tout à son bébé et puis aujourd'hui, c'est même plus à démontrer. Donc, oui, oui aux papas hein, qui s'investissent et qui prennent leur place dans la famille. Il y a Mouya qui nous a laissé un super commentaire et un témoignage. Donc, Mouya qui n'a pas malheureusement pas pu être avec nous ce soir, mais qui est quand même là et qui nous met. Il y a aussi les violences liées au harcèlement entre enfants et entre élèves et professeurs. Et mon fils, donc actuellement au lycée, on a été victime, nous dit Moya. Le fait de l'écouter dans un premier temps et de prendre en compte son besoin d'être rassuré a été la première étape. La rencontre tripartite a dénoué les nœuds et mon fils s'est senti entendu. Et puis, elle rajoute, Moya, donc par rapport au papa, la présence du père participe à la construction de sa personnalité. Donc, la personnalité de l'enfant, évidemment. Au même titre que la mère. Sarah, tu voulais dire quelque chose, peut-être une nuit, sur ça? Par rapport au harcèlement, moi, ça me fait vraiment penser au droit à la protection parce que ce qu'on rencontre souvent, pas tout le temps heureusement, mais ce qu'on rencontre quand même souvent, c'est que quand l'enfant ose rarement parler du fait qu'il se fasse harceler parce que souvent il se sent responsable de la situation. Et quand il ose enfin en parler, il arrive fréquemment que les parents ne l'entendent pas dans le sens où ils vont dire des choses du genre mais qu'est-ce que tu as fait pour chercher ça pourquoi tu vas aller l'embêter t'as qu'à te rendurcir un petit peu enfin voilà ce genre de réflexe où en fait le parent essaye d'aider l'enfant en essayant de lui donner des conseils un petit peu dans la des conseils un petit peu dans la force parce que vu que son enfant est victime, donc en fait le parent instinctivement ce qu'il veut donner à l'enfant c'est de la force. Sauf qu'en fait il veut donner de la force à travers de la violence. Et on ne résout pas de la violence avec de la violence. Donc en fait ce qui est vraiment important je pense c'est que déjà à l'école, il y ait une réelle prise en charge du harcèlement avec comment dire, une vision du harcèlement moins binaire. C'est-à-dire que souvent, on va avoir la vision de l'agresseur et de la victime, et donc du méchant et du gentil, voilà, du bien et du mal. Sauf que, du coup, eh bien, ça aussi, c'est très violent. Parce que là, le harceleur, l'agresseur, donc, est aussi quelque part victime de quelque chose. S'il agresse, c'est qu'il a appris ça. C'est que très quand même souvent, il a été lui-même victime. Donc en fait, il ne fait reproduire qu'un schéma. Et en le cloisonnant dans une étiquette d'agresseur, du coup, on va renforcer ce comportement chez lui. Et en plus, du coup, on va victimiser la victime, donc on va rapetisser encore plus la victime, qui va se sentir diminuée parce que finalement, elle va avoir eu besoin, elle va avoir eu besoin des adultes pour qu'elle puisse s'en sortir. Et du coup, ce qui risque de se produire, c'est qu'elle se refasse à nouveau harcelée. Parce que du coup, bah, les autres enfants, hein, ils vont pointer du doigt, etc. Lui, ça a été une balance, un gna, etc., etc. Donc, en fait, l'idée, selon moi, c'est vraiment de pouvoir donner des outils beaucoup plus, en tout cas des outils différents. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, il y a des études qui sont nouvelles, et il y a des nouvelles méthodologies pour faire face à ce harcèlement scolaire, qui sont déjà, qui mettent l'agresseur et la victime sur le même pied. Et c'est-à-dire qu'on va traiter les deux individus
comme des victimes, les deux, et on va les aider tous les deux déjà. Et on va du coup pouvoir baisser la tension chez l'agresseur et augmenter la confiance en soi de la victime. Et du coup, voilà, donner des outils à l'enfant qui s'est fait harceler pour pouvoir rendre, entre guillemets, la violence de l'autre, pas en rajoutant de la violence, mais en redirigeant l'énergie violente qu'il a subie de façon verbale et corporelle. C'est-à-dire pas physique, hein, on ne va pas dire à l'enfant il t'a bousculé, tu vas aller le taper et tout ça. Mais ça va être toute une attitude, on travaille vraiment sur le corporel, sur la confiance en soi et du coup, à partir du moment où c'est fort à l'intérieur, c'est fort à l'extérieur. Donc voilà, tout ça, il me semble que c'est quand même voilà, très lié au droit à la protection parce que du coup, quand les enfants sont victimes de ça, c'est très difficile pour eux de se sortir de cette spirale infernale et d'avoir des adultes qui soient outillés. Ça fait partie pour moi des droits des enfants. D'avoir des adultes qui les accompagnent euh, tout en bienveillance et puis vraiment avec des outils qui soient pérennes, quoi, qui soient utiles pour leur vie et même après l'école et même après la séance avec le psychologue scolaire et tout. Est-ce que je veux dire? Ouais. Oui. Oui, oui. Merci Sarah, merci beaucoup. Écoute, j'en profite pour rebondir sur, enfin pour enchaîner plutôt avec les commentaires qu'on nous a laissés ici sur le live sur Facebook. Merci les amis, vous êtes vraiment très réactifs. Donc il y a Hayata, coucou Hayata, Hayata Baral, pardon, qui nous dit pour moi un enfant est un être humain avant tout. Il a droit au respect et à la bienveillance comme chaque être humain. En cela, la qualité de la communication est très importante. Oui, amen. Je... Sauf si vous voulez qu'on rebondisse à chaque fois sur les commentaires. Moi, je pense qu'on peut les passer tous en revue, là, comme ça. Après, on peut développer. Ça vous va, Oui, Sarah, la nuit? On a oui, oui, c'est bon. aussi, super, on a aussi Jeanne qui nous dit, sans un papa impliqué dans le projet d'allaitement, pas d'allaitement serein. Exactement. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Merci, Jeanne. Thierry qui nous dit autre investissement du papa, faire le ménage, changer les couches, faire les courses. En gros, assurer ce que la maman ne peut pas faire pendant qu'elle allait. On a aussi Veihire Anwanwa qui nous dit bonsoir, oui, Rémi, je confirme, le rôle du papa est très important. Si mon chéri, pendant que je donnais le sein à ma fille, lui préparait le bain ou même le repas pour maman. Ah oui, ma fille a 2 ans aujourd'hui et son papa, c'est son amoureux, entre guillemets. Sophie Jassin qui nous dit leur droit à nos enfants, donc, c'est d'être heureux, épanoui, grandir en toute sécurité. Il y a tellement de choses dites là. J'en profite pour relancer un petit peu notre question, les amis, puisque vous êtes très réactifs. On vous a mis cette petite affiche là que vous voyez à l'écran. C'est quelques droits hein, sur la cinquantaine de droits de nos enfants qui existent donc. Et on voulait savoir, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et peut-être même, est-ce que certains de ces droits vous posent des difficultés dans votre quotidien? Si oui, alors dites-nous lesquels. Voilà. Je vous laisse la parole peut-être. J'ai trop dit. À nous, tu veux dire? Je sais pas, Rémi, est-ce que tu veux On rebondir peut sur un... dire sur ça. Il y a Hayata qui parlait de communication Oui, déjà. Euh, Euh, du coup, vous voulez que je parle de communication non violente, par exemple? Mais c'est vrai que moi, j'ai pensé à ça, hein, à la communication non violente. C'est vrai, ouais, tu peux peut-être dire un mot et puis j'enchaînerai. Allez, Allez, j'enchaînerai après toi. ça marche. Bon, alors du coup, effectivement, la communication, c'est une des clés. Hein, on est des êtres sociaux, donc, et notre moyen de connecter avec l'autre, c'est beaucoup, beaucoup le verbal.
Et donc, la communication non violente, c'est un outil vraiment très, très puissant. Il y a beaucoup de ressources sur Internet. Vous pouvez vraiment trouver beaucoup de vidéos. C'est très accessible. C'était important pour son créateur, Marshall Rosenberg. Vous avez un super livre qui s'appelle les mots sont des fenêtres ou bien sont des murs. Pareil, qui est la Bible de la CNV. Et puis, bon, après, vous avez des formations voilà, que je peux donner, par exemple. Hein. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, une des bases de la CNV, ça va déjà de parler en jeu. Ça, c'est vraiment, ça peut vraiment, c'est un outil très simple, très concret. Démarrer vos phrases par jeu, ça désenclenche énormément de conflits. Et avec nos conjoints aussi. Parce qu'en fait, rien qu'en commençant par le jeu, ça évite d'aller titiller l'autre, ça évite d'envoyer des jugements, ça évite de parler à la place de l'autre et ça évite de mettre nos pensées, nos interprétations dans le comportement de l'autre. Parce que très souvent, notre enfant va faire quelque chose et on va dire ah tu m'embêtes ou arrête de tu es vraiment un feignant ou ce genre de choses, alors que finalement c'est important de pouvoir partir du principe qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de son cœur, de son corps, de sa tête. Et donc peut-être que il est fatigué, peut-être qu'il a un souci et que c'est pour ça qu'aujourd'hui il vient pas mettre la table aujourd'hui. Peut-être que il a vraiment besoin de plus de place dans la famille, de pouvoir décider qu'est-ce qu'il va faire comme tâche dans la maison. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il ne vient pas mettre la table. Parce qu'en fait, il aimerait faire autre chose. Il aimerait contribuer à la famille d'une façon différente. Voilà. Et le problème, c'est que si on dit, t'es un gros feignant, tu viens jamais m'aider à mettre la table, eh ben, on va le braquer directement et on va pas trouver de solution. Donc, et du coup, on reste dans un cercle, un cycle vicieux où après, c'est lui aussi va nous envoyer des tus à la figure, genre, tu comprends rien, tu m'énerves, de toute façon, t'es nul comme maman. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, on n'a jamais rien comme ça. Et après, ça crée vraiment une ambiance familiale dramatique et ça peut aller très, très loin parce que après, nos enfants grandissent, ils deviennent des ados. Et quand on a vécu toute l'enfance comme ça, et qu'on a eu l'impression que nos parents nous ont jamais écoutés, nous ont jamais compris, du coup, on n'a pas envie de leur parler quand on arrive à des problèmes vraiment importants du genre la sexualité, les drogues, l'orientation professionnelle, ce genre de choses. Donc c'est vraiment, la communication, c'est une base à poser dès tout jeune, dès tout petit, en prenant l'habitude, parce que nous aussi, on doit se rééduquer parce qu'on n'a pas forcément grandi avec cette façon de parler. Donc, commençons déjà dès qu'ils sont bébés. Et comme ça, quand ils seront ados, ce sera au poil. Claire. Merci Sarah. Merci Sarah pour ce que tu viens de dire. Merci aussi du coup de m'avoir initiée à la CNV, à la communication non violente. Donc moi j'ai eu la chance, les amis, de découvrir la CNV. Déjà, c'est une chance de découvrir cet outil-là. Et puis au-delà de ça, donc j'avais fait la petite formation, donc le petit stage que Sarah propose. Et honnêtement, ça a été bouleversant. Bon, moi, je fais partie, enfin, je pense faire partie d'une cette espèce de classe moyenne de la société polynésienne. En tout cas, clairement, on m'a pas éduquée dans la communication non violente. Et donc voilà, c'était vraiment pas naturel pour moi. Et ça ne l'est toujours pas. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que on ait des témoignages de personnes qui, je veux dire, c'est de délier en fait la parole, même si on n'arrive pas à parler tout le temps en mode CNV. Je veux dire, enfin, à moins d'être sage, c'est pas évident quoi. Et donc, c'est pas pour ça qu'on peut pas discuter, parler de ça, de communication bienveillante, de communication non violente. La CNV, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. D'abord dans le couple. Et je crois qu'un couple de parents donc, qui arrive à mieux communiquer, ben, ça fait aussi des enfants qui arrivent à mieux communiquer. Et
Et les amis, ça peut paraître difficile au départ. Euh, Moi, je l'ai vraiment vécu comme waouh, c'est trop dur. C'est tellement instinctif en fait. On est en colère et puis bam, on balance des tues à la figure de notre chéri ou à la figure de notre enfant. Et parce qu'en réalité, c'est tout ce qu'on a connu aussi. Il y a ça qui est vrai. C'est comme ça qu'on nous a éduqués, hein, souvent, aussi bien dans la cellule familiale, aussi bien dans la société, à l'école, etc. Donc, c'est tellement facile de le faire comme ça. Euh, mais moi, je crois aujourd'hui que ce qui est le plus important à retenir, c'est que il est toujours possible à n'importe quel moment de notre vie de se déprogrammer et d'apprendre des nouvelles choses et de mettre en place ces nouvelles choses dans notre vie. Et la CNV, ben, moi, je vais être honnête avec vous, c'est tout récent. Et donc, c'est encore en installation, voilà. Et des fois, on n'est clairement pas en mode CNV. Et d'ailleurs, quand on ne l'est pas, on voit la catastrophe, en fait, que ça crée. Et du coup, on se pose, quoi. On se dit, mais mince, mince, cet outil, pourtant, il est là. Et, et quand on arrive à le mettre en place dans la communication, dans notre famille, ben c'est juste magique. C'est magique parce que chacun arrive à parler de ce qu'il a vu, entendu, de ce qu'il a besoin. Et il arrive à formuler une demande. Et quand on arrive à faire ça, ben la personne qui est en face de vous, elle est juste à l'écoute en fait. Elle est à l'écoute et tout se passe bien parce qu'il y a un respect mutuel. Et ce que j'aurais retenu de la CNV et que j'aimerais partager avec vous, c'est l'intention du cœur. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'avait marqué avec Sarah déjà, et puis à la lecture aussi de ce livre de Rosenberg. C'était vraiment que si vous découvrez la CNV, que tout de suite vous vous mettez à vraiment suivre les étapes de la CNV auprès de n'importe qui en réalité, hein, que ce soit votre tanné, votre vainé ou bien un de vos enfants, mais que vous n'avez pas l'intention du cœur, ça ne fonctionnera pas. C'est de la manipulation. Et par expérience, je vous dis, ça fonctionne vraiment pas. C'est même pire, je crois. Parce que du coup, la personne en face de vous se sent manipulée et vous ne sortez rien de bon de cet échange, quoi. Donc oui à la CNV et merci Reata du coup d'avoir soulevé ce sujet-là, quoi. Moya qui dit aussi la CNV, l'une des clés principales, et Hayata qui nous dit autre chose apparemment sur la CNV. Donc je lis avec vous là. En CNV, le plus important, c'est de recréer le lien entre les personnes et ça commence par l'écoute. Être capable d'écouter l'autre, l'enfant notamment, dans ses émotions et ses besoins avant de s'exprimer soi. J'aimerais partager d'ailleurs avec vous, si vous me le permettez. Ben, ce matin, grosse crise de colère avec mon grand garçon, Heriora. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il venait de se réveiller, il a attrapé un jouet et tout. Et puis son petit frère qui a 2 ans, qui évidemment, on le prend pour exemple dans absolument tout, qu'il aime très fort. Donc il s'est approché, puis il a voulu jouer. Mais du coup, c'était assez. Je pense que ça a un peu envahi mon grand garçon. Il se sentait envahi et il lui a dit non, laisse-moi. Et puis, bref, il a explosé en colère parce que il aurait aimé que son petit frère lui demande s'il te plaît, est-ce que je peux jouer avec toi et tout. Et donc, je me revois quelques mois avant. En fait, je voulais absolument résoudre le conflit. Et vous voyez quand vous essayez d'être dans le contrôle en tant que parent, il y a quelque chose qui vous échappe et stop quoi là. Et donc avant, même au départ quand j'ai connu la CNV, c'était même je pense pire qu'avant que je connaisse pas la CNV parce que je ne savais pas utiliser l'outil. Qu'est-ce qui se passait? Bien, j'intervenais et je disais non, alors écoute ton petit frère, essaie de discuter, parle de tes besoins. Enfin, affreux, affreux, et ça ne menait à rien parce que ben, il n'y avait pas cette écoute justement dont tu parles, Hayata. Il n'y avait pas cette écoute.
Et par exemple, ce matin, donc après, quand cette crise a explosé, donc il a crié sur son petit frère et je suis allée et je me suis dit non mais là stop. Donc j'ai juste d'abord éloigné son petit frère parce que c'était trop violent. Alors je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein. Je dis juste, je partage mon expérience personnelle de ça, hein. Et mon grand garçon, ben, j'ai essayé juste de me poser devant lui, de lui dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux m'en parler? Je vois que ça ne va pas. Avant, j'aurais juste considéré que c'est l'agresseur et que du coup, c'est de lui que vient le problème. Or, si lui est en train de crier, c'est que lui ne va pas bien et qu'il a besoin qu'on l'accompagne, qu'on l'écoute. Donc, je me suis posée à sa hauteur et j'ai essayé de l'écouter et de lui proposer en fait des ressources, quoi. Donc, oui, oui, à l'écoute. Et du coup, voilà, après, bon, je ne vais pas vous faire tout le déroulé, mais ça s'est calmé. Et puis, il a réussi à aller dire pardon à son petit frère. Mais je pense qu'effectivement, ça, c'est très, très important, quoi. Et l'écoute, je pense que c'est quelque chose aussi de primordial. Elle n'est pas seulement, comment dire, avec l'oreille, c'est aussi avec le corps tout entier, en fait. Avec le regard, avec peut-être un sourire. Voilà ce que je voulais rajouter sur ça. Peut-être que Sarah, tu veux dire autre chose. Ou nuit. Oui, Rénoui. Alors oui, pour ma part, je n'ai pas encore Oh, adhéré. waouh, on a plein de commentaires. Ah, pardon, vas-y, vas-y. Non, Il y a vas-y, plusieurs vas-y, mon questions, frère. c'est ça? Oui, je disais, pour ma part, On a... Bon, à peut-être quel- j'enchaîne alors. ah, vas-y, vas-y. Je suis désolée, les amis, parce qu'on est en décalé du coup. Vas-y, Vas-y, Rénoui. Rémi. Non, Vas-y, vas-y, Rénoui. enchaîne alors, enchaîne. Comme ça, ça va revenir tout à l'heure. Ok, bon, d'accord alors. Alors, on a Sophie qui nous dit c'est pas facile de se rééduquer, conscience de ne pas vouloir reproduire, l'éducation reçue. En pratique, waouh! Sharon qui nous dit merci pour vos témoignages, merci Sharon. Et Jeanne, comment faire passer le message à ses proches qui sont amenés à garder mon ou mes enfants? Oh, oh, oh! Très grande question. Euh, ouais, je suis tentée de répondre à cette question, vite fait, puis je vous donne la parole ou peut-être que ça vous vient là. C'est bon pour vous. Euh, je pense que tu peux répondre, hein. Ok, je me lance. Voilà, Jeanne qui nous dit comment faire passer le message à ses proches qui sont amenés à garder mon ou mes enfants. Personnellement, euh, j'allais dire j'ai lâché l'affaire, mais euh, pour moi, ce qui a été important, c'est d'abord de dire et de ne pas faire de forcing. Et puis déjà, avant de dire, je pense que nos proches se rendent bien compte de ce qu'on veut transmettre à nos enfants, de la manière dont on le fait, etc. Et pour ça, il faut vivre avec eux, quoi. Donc, par exemple, nous, Mamie Moon a un rôle très important dans notre famille. Elle est très investie. Et du coup, ben voilà, c'est évident pour nous de passer du temps avec elle. Il ne s'agit pas de l'appeler juste pour lui dire coucou Maïmoun, tu veux bien garder les enfants ce soir. Ça a été vraiment de vivre avec elle et dans plein de situations de la vie, en fait, faire le repas, doucher les enfants, etc. Elle est là et on est là et elle voit comment est-ce qu'on fonctionne. Il y a ça déjà qui est important, je crois. Autre chose, c'est que quand il y a quelque chose il y a un sujet qu'on remarque, voilà, on est un peu en désaccord, on ne fait pas tout à fait de la même manière.
Eh bien, CNV, communication non violente. Avant même de dire, en plus, voilà, par exemple, pour moi, ma mimine, c'est ma belle-maman, donc c'est pas ma maman. Avant même de dire à ma belle-mère, écoute là, maman, ça, c'est juste pas OK. Avant même de lui donner mon avis, je lui dis juste, ben, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi toi tu réagis comme ça? Et parce que moi, ça m'interpelle et je voudrais savoir pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça fonctionne comme ça avec toi. Et du coup, ben, je suis à l'écoute. Elle me dit ce qui se passe. Pourquoi, je sais pas moi, j'ai pas d'exemple qui me vient comme ça tout de suite. Mais ah oui, par exemple, pour le partage, c'est arrivé que parfois elle s'emballe un peu et puis elle dit ah oui non mais ça tu partages hein, tu partages à ton frère c'est pas bien ce que tu fais enfin, elle le disait je sais plus de quelle manière exactement mais elle posait un petit peu des mots qui pouvaient être douloureux en fait pour l'un des deux garçons et donc du coup je lui disais ben, pourquoi c'est aussi important pour toi le partage en fait et qu'est-ce que tu penses à rapporter en leur disant ça en lui disant ça. Et donc là, ben, elles se sont peut-être voilà, moins jugées que si je lui avais dit écoute, pourquoi tu lui dis comme ça tu pourrais lui dire autrement. Et du coup, bah, elle m'explique son point de vue, elle m'expose son point de vue. Et à l'écoute de ça, on peut vraiment composer en fait avec nos deux manières de voir. Je lui dis aussi la mienne. J'écoute, bah, peut-être qu'on pourrait leur apporter autrement, les encourager à partager avec d'autres mots. Et puis aussi, c'est important que chaque enfant ait son espace et ils ont le droit aussi de ne pas vouloir partager des fois. Ça ne veut pas dire qu'ils vont jamais partager de leur vie. Souvent, notre famille a besoin d'être rassurée. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on accepte aussi de notre côté. Euh, Quand on est en train d'installer l'éducation bienveillante, il ne faut pas se leurrer. Ça change beaucoup hein, de nos parents qui sont du coup les grands-parents de nos enfants. Ça change beaucoup aujourd'hui et ça peut être violent pour eux. Et c'est important de pouvoir les rassurer aussi. Moi, j'ai beaucoup rassuré mes parents et mes beaux-parents et je le fais encore parce que je vois bien que tout ce qu'on fait, c'est peut-être bienveillant, mais c'est très violent pour eux parce que ça change beaucoup. C'est l'inconnu et eux, on leur a appris à tu tapes et comme ça, ton enfant, il écoute. Tu grandes et tu décides pour ton enfant. Tu décides pas avec ton enfant. Et ça a fonctionné. Pour eux, c'est en plus ce qu'ils ont comme résultat, c'est que ça a fonctionné. Donc, c'est OK que nos parents, les grands-parents de nos enfants ou autres tuteurs soient pas forcément en accord avec nous. Et je pense que quand on l'accepte, la communication devient plus facile aussi entre nous. Et ils arrivent plus facilement aussi à nous comprendre, en tout cas à nous écouter, à nous entendre. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Merci Sarah Maïté, ou Rémi? merci beaucoup. Oui, 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 merci, merci beaucoup pour ce partage. Très, très touchant. Ça m'a fait, j'aimerais bien rebondir par rapport du coup à ce que tu disais. Euh, Et je me disais parce que Rémi voulait nous parler du droit à l'égalité et du coup cette espèce l'égalité pour les enfants certes, mais aussi dans la famille et donc notamment avec bah, nos parents, les beaux-parents, les enfants, tu vois, ce positionnement que tous on a et voilà, je voulais voir si Rémi tu avais envie d'aborder ce sujet-là. Ok, oui. Pour ma part, personnellement, déjà, c'est difficile parce que avec mon épouse, quand on a décidé d'avoir des enfants, on a fait le choix de les élever avec amour, avec attention et surtout que la priorité dans notre famille, soit la communication, bien sûr, hein, et non violente aussi. Parce que personnellement, j'ai vécu avec le balénio. Nous, j'ai vécu une enfance assez difficile et tout. Et
Et depuis tout petit, je me disais, bon, plus tard, quand je serai parent, jamais je ferai reproduire à mes enfants ce que moi j'ai vécu. Et du coup, voilà, par rapport à la famille déjà, vu qu'avec mon épouse, on a fait ce choix d'élever nos enfants avec amour et tout, on a nos petites règles, toujours dans la bienveillance et tout. On n'a pas encore adhéré au système de communication non violente, mais ça va venir. Il faudra qu'on se rapproche de Sarah ou de Maïté. Et par rapport à nos familles, quand ils voient comment on s'adresse à nos enfants, comment on leur donne de notre temps, même nos amis, hein, ils sont choqués. Par exemple, mes parents, quand tu faisais une bêtise, tu écoutais pas, tu te prenais une gifle ou bah, les niais et tout. Nous, non, on se rapproche d'eux. Enfin, moi, personnellement, je vais à côté de mon fils quand il a lancé un joujou sur son petit frère. Je suis à côté de lui, je dis, j'essaie de lui poser la question, pourquoi tu as fait ça? Ton petit frère, il veut juste jouer avec toi. Je discute, j'ai une petite communication à mon niveau, bien sûr. Et je me mets aussi à son niveau, au niveau de mon fils. Il n'a que 3 ans. Je, J'essaie aussi de voir comment lui il va s'exprimer par rapport à tout cela. Et nos parents, ils nous regardent, mais bah, dans leur tête, c'est voilà, un coup et ça rentre dans. Bah non, nous, on veut les éduquer avec amour, leur donner de notre attention. Certainement pas reproduire ce qu'eux, ils font. Et par ta question, Jeanne, comment on fait pour. Quand bah, nous, personnellement, moi, j'ai déjà expliqué à mes parents comment nous, on a choisi d'éduquer nos enfants, nos petites règles. Euh, Malheureusement, on ne peut pas leur imposer à eux, hein. Ils ont vécu, ils ont eu eux aussi leur enfance à eux. Et quand toi, tu arrives avec ton choix nouveau, je pense que c'est pas que c'est à eux de suivre, mais du coup, nous, nos enfants, on ne les confie même pas à nos parents. En fait, on ne peut pas, en fait. On les garde avec nous et on sait qu'ils sont élevés avec amour, avec attention. La communication au sein de ma famille, elle est encore un peu, voilà quoi. On fait de notre mieux et par rapport à l'égalité, c'est pourtant important de communiquer avec eux sur tout cela, quoi. Voilà. Ça Merci, viendra. Rémi. Merci beaucoup, Rainoui. Tu voulais rajouter autre chose, Sarah, avant Euh, que j'enchaîne avec le commentaire, peut-être? vas-y, enchaîne, parce que vous avez déjà bien fait le tour. C'était très intéressant. Merci à vous deux. Super. Hayata qui nous dit, quand on ne connaît pas la CNV ou n'utilise pas cet outil, parler simplement avec son cœur dans une intention de se relier de façon authentique et bienveillante avec l'autre. Ça fait des merveilles, elle nous dit. Je suis tout à fait d'accord. Merci Hayata pour ces belles paroles. Merehia William qui nous dit mettre des mots sur leurs émotions, les accepter, entendre leur détresse, juste être à l'écoute et les réconforter, sans chercher à trouver une explication parfois. Exactement, exactement. Parfois, ils n'ont même pas l'explication en fait. Thierry qui nous dit, oui, bon, ça, c'est bon. J'ai retiré la fiche. En fait, il nous avait demandé de retirer la fiche. Et Océane qui nous dit, donc je suis complètement d'accord, Maïté, c'est très violent pour les grands-parents, effectivement. Merci pour ton témoignage, avec plaisir. Mais il y a tout à fait, ils sont persuadés que l'ancienne méthode est la meilleure puisque c'est la seule qu'ils ont connue. Nous sommes chanceux aujourd'hui d'être mieux informés. Oui, nous sommes dans l'ère de l'information. Sophie qui nous dit merci à vous pour ce partage. Magique, super. Ça me donne envie d'enchaîner justement avec les crises si ça vous dit. La colère, peur. Yes. Et à la fois, oui, yes, la colère saine. Ben, écoutez, moi, déjà, je voulais, à propos de la colère, moi, j'ai envie de vous dire, partager un petit peu mon expérience personnelle. 4 ans.
Et c'était un projet, vraiment, enfin, c'était voulu. Et du coup, je m'étais projetée, qu'est-ce que je veux pour mon enfant? Je veux qu'il soit heureux, épanoui, autonome, respectueux, qu'il ait une bonne alimentation, qu'il parle le riz au Tahiti. Bref, je veux devenir maman. Donc déjà là, je crois que ça avait commencé, j'étais vraiment bien, bien stressée. Et, euh, et en fait, après, ben voilà, je suis devenue maman, j'ai accouché. Donc déjà là, j'ai commencé à sentir le stress, en fait. Et la réalité, eh ben, c'était ça, en fait. C'était ce mot-là, c'était stress. Stress à la maison parce que déjà, venant de moi-même, j'avais beaucoup d'exigences envers moi-même. Je l'ai projeté aussi beaucoup sur mon tanné, ma famille en général. Stress au travail parce qu'il a fallu que je retourne au travail rapidement et que de toute façon, même les quelques mois que j'ai eus à la maison, eh bien, je me suis très vite retrouvée seule parce que mon tanné est retourné au travail rapidement. Donc, vivement le congé parental du papa, là, hein, qu'il soit prolongé. J'ai aussi, bah, voilà, par rapport à mon histoire, j'étais vraiment beaucoup dans le contrôle, donc beaucoup, beaucoup de stress par rapport à ça. Et puis j'étais voilà, j'étais seule, quoi. Je me sentais seule. Euh, et conséquence de ça, eh bien, ça a été chez mon enfant des crises de colère, bon, avant peut-être même les crises de colère, des pleurs, beaucoup, beaucoup de pleurs chez mon bébé. Et donc, il demandait à être assuré par la mise au sein. Moi, j'ai souffert à l'allaitement assez rapidement. C'était dur parce qu'il était tout le temps sur mon titi maman. Mais aujourd'hui, je pose un regard un peu plus extérieur, un peu plus lointain par rapport à ça. Je comprends mieux les choses. Et c'est pour ça que j'aimerais partager tout ça avec vous. Peut-être qu'il y a des futurs parents ici, j'espère. Voilà, j'ai connu ça du coup chez mon enfant. Ça a été beaucoup de pleurs, beaucoup de cauchemars, de réveils nocturnes, des crises de colère ensuite. Et puis, bah, conséquence aussi, bah, ça a été que moi, j'ai pas su gérer ce stress et j'ai tapé mon enfant très tôt. Vous voyez, j'en tremble même quand je vous le dis parce que c'est encore très douloureux pour moi, mais je l'ai tapé. Il faut le reconnaître. J'ai tapé, ça a commencé par les petites tapes sur la main, en mode non, touche pas à ça, parce qu'on a peur qu'il se brûle ou qu'il tombe ou ne va pas là, tu vas tomber, etc. Euh, Ça a été les fessées ensuite, ça a été les menaces, du chantage. Et chez mon enfant, eh ben, les conséquences sont très vite vues là aussi. Ben, cris, pleurs, peur de l'abandon, titi à gogo, biberon ensuite ben, pour se rassurer, grosse crise de colère ingérable, et puis la peur de l'autre aussi. J'ai vu ça chez mon grand garçon. Il n'avait tellement pas de sécurité intérieure qu'il avait peur quand quelqu'un s'approchait, même quelqu'un qu'il connaissait, qu'il avait l'habitude de voir. Je parle par exemple de nos proches, dans la famille. Alors au début, on cherche l'origine de tout ça. On se dit, bon, hein, tout ça vient et tout. Très vite, j'ai mis le doigt sur le fait qu'on m'avait pas appris autre chose que ça, déjà. Que mes comportements, hein, je veux dire, comment expliquer mes comportements face à l'inconnu, parfois, à la peur. Ben voilà, on m'a rien appris d'autre. Moi, c'est comme ça que j'ai été éduquée. Ni à la maison, ni à l'école, d'ailleurs, hein, on m'avait pas appris ça. Et puis aujourd'hui, je me dis, bah, tiens, euh, la différence, c'est qu'on est dans l'ère de l'information, justement. Qu'on a cette chance qu'on peut aller chercher l'information. Il n'a jamais été aussi facile d'apprendre. Les neurosciences nous éclairent sur beaucoup de nos comportements et on comprend mieux aussi ben, comment fonctionne notre cerveau. Et c'est là où je voulais en venir avec vous. Je voulais en venir avec vous, ça veut dire quelque chose, oui. C'est que la colère, pour moi, c'est vraiment quelque chose de difficile à gérer. Pour moi, et montané en plus. Alors, si vous voulez, c'est juste explosif, là, le cocktail. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé dans tout ça. Parce que ben, on en a besoin, en fait. On en a vraiment, vraiment besoin.
Et, et nous, si vous voulez, au départ, notre rêve, c'était d'être heureux et épanoui. On s'est très vite rendu compte que ces espèces de fantômes venaient nous ronger comme ça. Et plutôt que de les regarder, de chercher d'où ils viennent et tout, on se dit aujourd'hui, mince alors, on veut avancer. Qu'est-ce qui est à notre portée pour avancer, relever la tête et être heureux? Peut-être pas heureux tout le temps ou comme un espèce d'objectif très lointain, mais heureux un maximum de fois dans la journée, par exemple. Donc, je voulais partager avec vous cet outil qui est très simple, vous allez voir. C'est l'outil de la main, du poing. En fait, je vais vous demander, à vous qui êtes derrière votre écran, de le faire avec moi. Donc, fermez votre poing comme ça. Et vous allez imaginer que votre main, eh ben, elle représente votre cerveau. OK? Donc, cet outil-là, ce qui est chouette, c'est que déjà, nous, ça nous aide à comprendre le cerveau de notre enfant et notre cerveau à nous aussi. Mais on peut le montrer aussi à notre enfant. Donc, ça, c'est chouette. Donc, la partie haute, ici, là, enfin, notre main, eh bien, on voit ma main. Oui, là. Eh bien, c'est la partie haute du cerveau. OK? C'est l'endroit, en fait, qui nous permet eh bien, de prendre les bonnes décisions, même lorsqu'on est en colère ou qu'on a peur. Ok? C'est cette partie-là qui nous aide. Donc maintenant, on va relever un petit peu les doigts, juste comme ça, là ici. Et là, vous voyez apparaître votre pouce, n'est-ce pas? Donc, vous voyez ce pouce, eh bien, il représente votre cerveau d'en bas. Et c'est de là que viennent en fait les émotions les plus fortes. Ok? Donc, amour, joie, mais aussi colère. C'est de là que ça vient. Et qu'est-ce que je vais vous dire par rapport à ça? Eh bien, ça nous permet aussi bien de faire attention aux autres. Ce petit cerveau là en bas. Ça nous permet de faire attention aux autres, d'éprouver donc de l'amour et donc de la colère aussi, mais aussi d'éprouver de l'insatisfaction, par exemple. Donc, vous voyez ces petits doigts là en haut, le cerveau du haut? Eh bien, on peut les replier, comment dire, cette partie haute de ton cerveau, c'est l'endroit où tu penses, ok? Donc, tu le touches sur ton pouce comme ça. Eh bien, c'est comme ça qu'elle aide la partie basse à exprimer calmement tes sentiments. C'est ça qui se passe en vrai. C'est que quand ça revient ici, ah, so sweet, eh bien, on revient au calme en fait et on arrive à exprimer calmement nos sentiments. Et puis parfois, ben, quand l'émotion elle est trop, trop grande, là, vous pouvez déplier ça. Et ce qui se passe là, ben, c'est que notre cerveau d'en haut, il ne touche plus notre cerveau d'en bas. Et ça signifie quoi? Ben, qu'il ne peut plus l'aider à se calmer. Et avec ça, si vous montrez juste ce petit point et ce mouvement de doigt et que vous apportez ces mots-là à votre enfant, eh bien, il arrive à comprendre comment est-ce que son cerveau fonctionne. Mais plus qu'arriver à comprendre, ensuite, c'est un outil que vous pouvez utiliser en entreprise. Ça, c'est absolument génial. Ce matin encore, de lui dire alors, là, cerveau du haut, là, c'est un cerveau du bas, etc. Je lui ai juste fait ce geste-là, en fait. Comment est-ce que je peux t'aider à revenir au calme? Et quand vous arrivez à apporter des outils comme ça à votre enfant, le plus fréquemment possible, évidemment, pour multiplier les chances, eh bien, vous allez voir, nos enfants, ils comprennent très vite les choses, ils assimilent très vite les choses et ils ont vraiment envie de s'en sortir, d'être aidés, de s'exprimer et c'est juste génial. C'est juste génial. Après la crise de ce matin, d'ailleurs, on avait utilisé cet outil. Il y en a eu d'autres, une autre notamment dans la voiture, parce qu'ils ne voulaient pas partager les petites figurines des animaux, là. Et je me suis juste retournée un peu et j'ai fait ce geste-là. Et il a respiré, il a laissé son petit frère et puis il a dit pardon, j'aimerais que tu me demandes, s'il te plaît,
avant de prendre ma figurine. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui fonctionnent vraiment. Donc, ça peut être vraiment plein d'exemples. Par exemple, je sais pas moi, Tiare casse le château de cartes de son grand frère, Terry, hein, et puis Terry a envie de crier, de taper, mais il se rappelle que ben, papa et maman lui ont parlé de son cerveau. Ok. Et il arrive donc à dire à Tiare que ben, pourquoi il est fâché. Et puis il arrive à demander à ses parents de sortir sa petite sœur. Mais il va réussir à le faire seulement si son cerveau aussi revient comme ça. Et c'est là que nous, parents, on peut venir accompagner notre enfant, l'écouter, comme on disait là, il y a quelques minutes. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider à accompagner votre enfant et puis aider notre enfant à utiliser son cerveau du haut pour apaiser les émotions fortes de son cerveau du bas. Ça, c'est quelque chose qu'ils sont vraiment capables de faire dès le plus jeune âge. Vous voyez, bon, je ne sais pas si encore plus jeune que le mien, ça le fait, mais par exemple, le Heriora, il est très sensible à ça. Il a très bien compris et ça fonctionne. Donc, il a 4 ans. Et je sais que Reva aussi, la fille de Sarah, elle comprend tout à fait. Alors, elle est une championne de ça. Et Oahu, lui, a 2 ans. Donc, ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'il n'est pas concentré sur une très longue période. C'est pas qu'il comprend pas, c'est juste que un peu, faut aller petit à petit, en fait. Et donc, voilà, je pense qu'il comprend quand même. Voilà, c'était mon petit partage sur la colère. Je rajouterais par rapport au cerveau dans la main, c'est un super outil, Mhm. effectivement. Merci Maïté pour ton partage. Que justement, c'est important que les parents se rendent compte que quand l'enfant est comme ça, on ne peut pas lui parler. Parce que très souvent, bah, pendant les crises, on a tendance à dire qu'est-ce qui se passe? Mais arrête. Ou on veut tout de suite proposer une solution. Ou alors on veut tout de suite régler le conflit entre les frères et les sœurs. Alors que les enfants, ils sont comme ça, ils en peuvent plus, mais ils peuvent même pas répondre. Limite, ils n'entendent même pas les questions parce qu'ils ne sont pas connectés à leur cerveau préfrontal. Donc, du coup, ça sert absolument à rien. Il faut vraiment prendre le temps, nous parents, de pouvoir ramener notre enfant au calme. Et une fois que il a reconnecté son cerveau, c'est à ce moment-là seulement qu'on peut vraiment faire une médiation, aller chercher des solutions, etc., etc. C'est vraiment ce qu'on appelle l'accueil des sentiments, en fait, hein. C'est des phrases, si on veut des petits concrets, là, ça va être ah, je vois que tu es en colère, oh là là, qu'est-ce que tu dois, alors, tu as l'air d'avoir chaud là, oh là là, j'ai l'impression que ça boue à l'intérieur de toi, puis là, tes pieds et tout ça, ils bougent dans tous les sens. Et puis petit à petit, l'enfant, il va se sentir vraiment entendu. On peut aussi faire des hypothèses dans ces moments-là. Oh, il a dû se passer un truc vraiment très énervant, agaçant. Là, je t'ai entendu crier avec ton frère. Peut-être qu'il s'est passé ça, si, ça. Et puis petit à petit, l'enfant va, parce que accueillir les sentiments, se sentir entendu, compris, etc. Et donc, du coup, il va reconnecter. Une fois qu'il est reconnecté, là, on peut vraiment aller dans la résolution du conflit. Donc, ça aussi, c'est dans le respect des enfants de pouvoir leur laisser le temps d'exprimer leur colère, justement, qui est importante, qui est saine. Merci Maïté pour ce partage. Et juste, du coup, ça me fait penser que, voilà, moi, par exemple, j'avais beaucoup de difficultés à accueillir, à attendre, en fait, à laisser le temps à mes garçons d'exprimer leurs sentiments, leurs émotions. Et, euh, et en fait, pourquoi? Ben, parce que moi-même, en fait, je ne me faisais pas du tout la CNV, parce que moi-même, j'allais pas bien. Donc, si j'ai quelque chose à ajouter sur ça, c'est que ce truc-là, là, ça marche d'abord sur nous, évidemment. Donc, c'est vraiment important et ben, de prendre soin de nous aussi. Et parce que sinon, on ne peut pas prendre soin de nos enfants, quoi. Donc, ça sert à rien d'aller vers votre enfant si vous sentez que vous aussi, vous êtes comme ça, quoi. C'est important de trouver un moyen, une ressource, quelqu'un qui parlait, je sais pas, n'importe. Bon, là, justement, après, on a beaucoup de ressources aussi, hein. Il existe tellement d'outils, les amis. On parlait tout à l'heure de l'ère de l'information.
c'est là que c'est important aussi de reprendre notre pouvoir, d'aller chercher des informations qui nous servent quand on a besoin, quoi. Moi, j'avais mis quelques petits trucs à côté de moi aussi pour vous parler de ça, mais parce que j'ai déjà beaucoup parlé, alors je vais vous montrer ça vite fait. Par exemple, ici, on a moi, j'avais trouvé ça dans un cahier Filiosa, mais vous pouvez très bien le faire vous-même. C'est un ascenseur de respiration. C'est juste avec notre enfant, ben, on peut couper, enfin, on peut dessiner hein, un bonhomme. C'est encore mieux si votre enfant le fait. Alors là, c'est génial parce qu'il s'approprie l'outil. Donc, du coup, voilà, on a découpé, on a fait une entaille ici, enfin deux entailles, puis on a glissé un petit nuage là. Et donc, on vient monter le nuage quand on inspire et descendre pour expirer. On peut aussi apporter de compter pour vraiment apporter le rythme à l'enfant et puis une grande inspiration, quoi. Hein. Aller jusqu'au 5e étage, par exemple. Un, deux, trois. On compte avec notre enfant. On a les roues qui fonctionnent bien aussi. Donc ça, c'est vraiment bien si vous pouvez les faire vous-même. Par exemple, sur cette roue, on a comme ressource, hein, comme outil, ça peut être de pleurer. Si on a le droit de pleurer, ça fait du bien. C'est sain de pleurer. Trouver des solutions ensemble. J'entends beaucoup de parents encore autour de moi dire c'est moi qui décide. C'est moi qui trouve la solution. Voilà. Et nos enfants, ils ont le droit de participer à ça aussi, à trouver des solutions. Parce qu'en plus, c'est eux qui sont concernés. Et en plus, vous serez étonnés de voir les solutions qu'ils peuvent nous proposer. C'est tellement génial parfois. Et ce sont des tout petits riens, d'ailleurs, souvent. On a crié, chanté une chanson, courir dehors, dehors. Ça, c'est vraiment mon kiff. Parce que moi, je suis très branchée nature et je vois à quel point ça fait du bien. Le vert, rien que le vert, une plante dans la maison, ça aide vraiment. Et là, d'ailleurs, ce sont des outils qu'on peut utiliser nous aussi quand on sent que nous, on est comme ça, que notre cerveau est comme ça. Un petit tour dans le jardin et ça fait tellement du bien. Partager, attendre son tour, malaxer une balle anti-stress ou de la pâte à modeler. Dessiner sa colère, ça c'est quelque chose que les enfants ils aiment beaucoup aussi, dessiner. Pas que les enfants d'ailleurs. Donc respirer, ça on l'a vu. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, alors la dernière fois on a fait aussi un petit moulin. Ah, ça, c'est top parce que du coup, on parle souvent des colères, des crises de colère, mais en vrai, si on veut arriver à mieux gérer la colère, c'est carrément important de le faire avant, en fait, que la crise explose. Donc, évidemment, vous n'allez pas montrer une vidéo sur le fonctionnement du cerveau à votre enfant quand il est comme ça. Ça sert absolument à rien. Comme Sarah nous disait tout à l'heure, surtout pas, justement. Quand votre enfant il est comme ça, c'est là que c'est important de lui apporter ces ressources-là, de lui montrer, de faire ensemble. Et comme ça, quand il sera comme ça, ah, ça lui viendra plus facilement à l'esprit d'utiliser ces ressources pour revenir comme ça. Ok. Donc, le moulin, justement, c'était une petite activité. Donc, on a pris une feuille de papier, on découpe une punaise et bing dans le bambou et ça fait l'affaire et donc l'idée du moulin c'est de pouvoir eh bien respirer ça c'est vraiment chouette je trouve parce qu'ils adorent ça alors s'ils veulent pas respirer et bien du coup ils peuvent courir avec le moulin parce que du coup quand tu cours avec le moulin se met à tourner le moulin à vent donc c'est vraiment un outil chouette ça je trouve qui a bien fonctionné avec nous en tout cas mais il y en a tellement 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 il y a le yoga la méditation faire le crapaud la balle imaginaire qu'on se lance qui n'existe pas et qu'on peut déformer qu'on peut voilà, on lui donne les formes et la texture qu'on veut vous voyez il y a vraiment plein de choses qui existent. Voilà, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions, Sarah, Rémi? Il y a Hayata qui rebondit sur ce que tu disais par rapport aux solutions. Et du coup, ça m'amène à parler de ce dont je voulais, les outils que je voulais partager avec les parents ce soir. Et donc, voilà, par rapport aux résolutions de conflits, en fait. Euh,
En fait, comment vous dire? Disons qu'aujourd'hui, dans notre société, on a quand même, quand on se pose la question de la place de l'enfant dans notre société, elle a évolué quand même, hein, vraiment aujourd'hui, on y a, mais quand même de façon plus classique, sur une éducation assez classique, l'enfant, il a quand même une position inférieure à l'adulte. Il y a une espèce de hiérarchie verticale et voire pyramidale, voilà. Ce qui fait que on était plutôt dans l'obéissance, hein. On demandait aux enfants d'obéir, d'écouter, et puis point barre. Et puis s'ils n'écoutaient pas, ben voilà, comme on a dit, baligni ho, voilà, tout ça. Donc du coup, aujourd'hui, notre société, elle a beaucoup évolué. Les personnes sont de plus en plus auto-entrepreneuses, se positionnent beaucoup plus en sont beaucoup plus proactives de leur vie et sont beaucoup plus actifs et moins victimes de leur propre vie. Ils se posent des questions, notamment grâce à l'ère de l'information, parce que du coup, on est en capacité, en pouvoir d'avoir les réponses à nos questions. Et donc, du coup, forcément, quand on crée des enfants, qui eux-mêmes se posent des questions, qui eux-mêmes deviennent proactifs et qui ne veulent plus juste écouter et obéir d'une façon asservie et voilà. Et donc, évidemment que c'est un petit peu plus stimulant, fatigant pour le parent, parce qu'on a des enfants qui posent des questions, des enfants qui disent non. Et en même temps, je pense que c'est important aussi de pouvoir se féliciter parce que grâce à nous, à, à notre génération de parents qui se posent des questions de façon différente, on a des enfants qui ne vont plus du tout se laisser faire par un système pyramidal, qui ne vont plus se laisser faire par des politiques ou des grosses entreprises qui, voilà, donc, ou plus, à plus petite échelle, qui ne vont plus se laisser faire par un patron ou un conjoint, ou quand ils sont plus jeunes, par une bande de copains, on parlait de harcèlement tout à l'heure, ce genre de choses. Donc c'est vraiment l'esprit critique, aujourd'hui, c'est hyper important. Et donc du coup, pour favoriser ça, parce que donc il faut être cohérent avec nous-mêmes. Si nous-mêmes on estime que qu'on est beaucoup plus épanoui en tant qu'adulte en ayant repris le pouvoir sur notre vie, il faut qu'on puisse offrir ce pouvoir-là à nos enfants aussi. Sauf que évidemment, il faut pouvoir le faire de façon gagnant-gagnant parce que sinon, on tombe dans du laxisme. Et c'est pas ce qu'on veut. Hein, la bienveillance éducative, c'est vraiment un juste milieu entre autoritarisme et laxisme. Donc du coup, le gagnant-gagnant est très important. Le parent doit se sentir gagnant et l'enfant aussi. C'est ça la nouveauté, c'est que l'enfant aussi puisse se sentir gagnant. Et pour ça, il y a des outils assez simples. Donc par exemple, un outil très on peut dire tout le temps, c'est l'outil de se mettre à la place de l'enfant. C'est-à-dire qu'on s'imagine dans la position de l'enfant, mais nous en tant qu'adultes. Et donc, par exemple, ça va donner des situations où on va être, par exemple, je sais pas moi, à l'école, et par exemple, on va pas savoir répondre à la question que le prof a posée. Et ben là, le prof, il va nous dire des trucs du genre, non mais t'avais qu'à mieux réviser, ou de toute façon, t'es qu'un gros bêta, ou t'as jamais de réponse, ou limite, il va même pas nous interroger, il pourrait nous dire des trucs du genre, non mais pas toi, de toute façon, t'as jamais la réponse, ou ce genre de choses. Donc, si on se positionne dans la peau de cet enfant, mais avec notre expérience d'adulte, jamais, jamais, jamais on ne se laisserait dire ce genre de choses. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, c'est important de pouvoir se rendre compte que du coup, nous, en tant qu'adultes, jamais, 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 on ne devrait s'autoriser à dire ce genre de choses à un enfant. On parle d'adultisme, en fait. Quand on fait ce genre de choses, c'est qu'on estime que l'enfant est un être inférieur, un être vivant inférieur à nous. Et c'est quelque chose qui est une plaie dans notre société, hein, que ce soit le sexisme, le racisme, tout ce genre de choses.
ce sont des plaies, c'est vraiment de l'ordre de l'inégalité. Et donc l'adultisme, c'est pareil, c'est vraiment de considérer l'enfant comme un sous-être qui a moins de valeur, qui a moins de place, moins de raisons de répondre, de réfléchir, etc. Donc du coup, voilà, je vous encourage vraiment à utiliser cet outil, de se mettre à la place de l'enfant. Il va y avoir aussi tout simplement la tape sur la main. Par exemple, on va vouloir prendre le vinyle de notre conjoint et puis lui, il va nous taper sur la main. On va dire quoi? Mais c'est pas possible. Ben voilà, c'est la même chose avec nos enfants quand ils veulent prendre la télécommande de la télé ou nos clés de voiture, parce qu'on prend tout le temps ces trucs-là dans nos mains, nous adultes, et qu'ils veulent savoir, mais pourquoi est-ce qu'on papa et maman, ils prennent tout le temps. Bref, c'est la même chose. Si nous, on prend ça dans le vinyle de notre année, ben, et on va, enfin, le tanné, il est censé pouvoir nous dire, mais qu'est-ce que tu veux faire avec mon vinyle? Ou qu'est-ce qui se passe? Ou tiens, tu prends mon vinyle, fais attention parce que il est précieux pour moi. C'est la même chose qu'on devrait pouvoir dire à nos enfants. Voilà, donc cet outil de se mettre à la place de l'enfant, il est vraiment très très puissant. Et il y a une BD qui est vraiment, enfin il y a Fanny Vella qui fait des petites BD comme ça sur le changement de point de vue. Et je pourrais, si jamais vous cherchez, vous envoyer. C'est vraiment très très bien fait. Voilà, mais elle dessine des adultes dans la position de l'enfant et c'est vraiment très très explicite. Un autre petit outil très facile à mettre en place, c'est la petite phrase que vous allez écrire quelque part dans la maison qui dit cherchant des solutions plutôt qu'un coupable. Ça, c'est typiquement quand il y a un truc, il y a un conflit à la maison ou qu'il y a, je sais pas moi, la vaisselle qui est pas faite ou un truc qui est cassé, on va dire qui c'est qui a fait ça ou la vaisselle est cassée ou la vaisselle est pas faite, c'est qui a pas fait la vaisselle? Et tout le monde va dire, c'est pas moi. Hein, vous connaissez ça. Hein. Donc en fait, finalement, posons-nous la vraie question. On s'en fiche de savoir c'est qui. Le plus important, c'est de savoir comment on va faire pour que ça ne se reproduise pas. Et là, tout de suite, comment on va faire pour que la vaisselle soit faite. Donc peu importe les gna gna, c'est toi, c'est pas toi, mais si je t'ai vu, mais je t'ai pas vu. De toute façon, on n'en saura jamais rien. Donc, autant aller directement à la solution. Et là, on voit nos enfants qui commencent à partir. Hein, on dit, ok, stop, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, là, c'est que la vaisselle, elle soit faite. Donc, proposez-moi des solutions. Est-ce que, par exemple, ça va être, je sais pas moi, Reva qui va le faire cette fois-ci. Ah, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Oui, mais c'est ok, mais c'est personne. Donc, est-ce que tu veux le faire cette fois-ci? Et la prochaine fois, ce sera réuni. Ou si c'est personne, ok, c'est moi, mais la prochaine fois, ce sera papa ou Reva. Enfin, voilà. Donc, le plus important, encore une fois, c'est de ne pas accentuer sur le coupable. C'est vraiment d'aller vers la solution. Parce qu'en plus, en faisant ça, nos enfants vont avoir confiance en nous, que du coup, ils pourront nous dire beaucoup plus facilement la prochaine fois, c'est moi qui ai oublié de faire la vaisselle et qui ai posé le truc, ou c'est moi qui ai cassé le machin. Et du coup, parce qu'ils vont savoir qu'on va pas être comme ça, en train de dire, ouais, pourquoi tu as fait ça? C'est toujours pareil, tu es maladroit. On va aller sur la solution. Et ça, c'est important de pouvoir les rassurer là-dessus. La responsabilisation aussi, c'est très important pour pouvoir avoir cette hiérarchie qui devient horizontale, cette espèce d'implication de l'enfant qui fasse qu'on est gagnant-gagnant. Les enfants, ils veulent plus de pouvoir, plus de liberté, mais pour ça, il faut qu'ils aient plus de responsabilité. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et c'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre le laxisme et l'éducation bienveillante. Quand on donne à l'enfant de la liberté, il faut qu'il puisse vraiment sentir, toucher le poids de la responsabilité qui va avec. Donc, parce que c'est comme ça dans la vraie vie, hein, par exemple, quand on quitte son travail et qu'on devient libre auto-entrepreneur, ben, on a plus de responsabilités parce qu'on doit faire sa propre com, parce qu'on doit aller chercher nos clients tout seul, parce que si on ne veut pas se lever le matin, et ben on n'a pas de salaire aujourd'hui et c'est OK, mais on en prend la responsabilité du coup de ne pas aller au resto ce mois-ci ou ce genre de truc. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'on veut inculquer à nos enfants. Donc, du coup, comment donner des responsabilités à nos enfants? C'est très facile, vraiment. Et les tâches ménagères, c'est la plaie du foyer, la plaie des familles. Il faut vraiment considérer que dès tout petit, dès tout jeune, on va dire même à partir de 2 ans,
ils peuvent commencer à partager, à faire des tâches dans la maison. Et oui, ça va pas être très bien fait, c'est pas grave, on va passer derrière. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'habitude. Le plus important, c'est que à cet âge-là, en plus, ils ont envie de contribuer à la famille. Donc autant en profiter parce qu'après, quand ils deviennent pré-ado, ado, c'est fini. Donc autant profiter maintenant. Et puis voilà, de poser une espèce de normalité de tout le monde participe, quoi. Que ce soit avec le petit chiffon pour essuyer la table et après, ben, moi, je viens derrière, tout ça. Ou que ce soit quand on est plus âgé en faisant la vaisselle, ou en faisant la cuisine ensemble, et ça. Mais je vois parfois des familles qui me disent ah oui, mais en fait, elle sait pas utiliser les couteaux. Ils ont peur, tu vois, parce que ben, à l'école, les enfants, ils utilisent des couteaux, des haches, et des... voilà quoi. Donc, mais c'est dommage parce qu'en fait, en faisant ça, on veut les protéger. Hein, je comprends bien l'intention positive du parent. Sauf que on se rajoute du travail, tout simplement, en faisant tout à leur place. Et c'est tellement lourd déjà le quotidien, on a tellement de choses à faire. Donc si c'est couper le concombre, franchement, ils peuvent le faire. Couper une patate douce, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, il y a besoin, et que ça peut déraper plus facilement. Mais il y a des choses, le concombre, la pastèque, la banane, il y a plein de trucs qu'ils peuvent faire eux-mêmes, quoi. Donc ça, c'est vraiment un exemple parmi d'autres. Il faut pouvoir arriver à décomposer tout ce qu'on fait machinalement, parce qu'on croit que ça va plus vite, donc on va le faire nous-mêmes. Et il faut qu'on arrive à se dire, tiens, en fait, hop, je m'arrête. Là, je suis en train de faire un truc, en fait, il pourrait faire. Et là, on dit, ah, est-ce que tu voudrais et tout. Et du coup, oui, c'est plus lent au début, mais vous verrez qu'après, justement, on va gagner du temps et on ne sera pas tout le temps en train de leur courir après quand ils sont ados dans leur chambre et qu'ils veulent vraiment plus venir parce qu'on aura créé on aura créé un sentiment de responsabilité chez eux. Et donc ça, c'est vraiment, vous faciliterez la vie pour plus tard, quoi. Et puis, le dernier outil par rapport à ça, qui est peut-être un peu plus long, mais donc je vais vite l'aborder vite fait, succinctement, mais dès que si vous avez besoin de plus de précision, vous n'hésitez pas à nous contacter, on vous répondra plus en détail. C'est ce qu'on appelle l'accord. Et donc, l'accord, c'est un processus, c'est comme un contrat qu'on va passer avec l'enfant, en fait. Ce qu'il y a d'important dans l'accord, c'est que c'est un papier, un joli papier, on ne prend pas un papier brouillon, voilà, parce qu'on va donner de l'importance au contrat qu'on va passer avec l'enfant. Donc, vous l'utilisez que pour des trucs qui sont vraiment répétitifs et que vous avez l'impression que vous n'en sortez pas, que c'est tout le temps pareil, qu'il n'y a pas de solution, quoi. Donc, vous prenez une jolie feuille, vous marquez la problématique en haut du genre ne range jamais sa chambre, bazar dans la chambre, se brosse pas les dents, ou ce truc comme ça. Et ensuite, vous faites 2 colonnes. Les parents, enfin, je schématise souvent, ça va être quand même les parents d'un côté, les enfants de l'autre. Mais ça peut être aussi un frère, une sœur, ou parfois, ça va être papa et petit frère avec maman, grand frère, enfin voilà, peu importe. Mais bon, globalement, on va dire, pour schématiser, ça va être parents, enfants. Donc, du coup, les parents vont donner leur solution d'un côté de la feuille et les enfants vont donner leur solution d'un autre côté de la feuille. Ce qui est très important, c'est de pouvoir noter tout ce que les enfants vont dire. Même ça va être la solution, ça va être genre, eh ben, je ne me brosse plus les dents de toute ma vie. Voilà. Si c'est ça leur solution, il faut le marquer. C'est très important parce que ça fait partie de l'accueil, justement, et de la considération qu'on va donner à l'enfant. Donc, il est certain, on le sait entre nous, hein, qu'on ne va pas choisir ça, mais c'est important de pouvoir le valider. Donc, après, ben voilà, on va avoir plusieurs solutions. C'est important d'en avoir au moins 3-4 de chaque côté, quoi. Et ensuite, bah, vous allez regarder les solutions des deux côtés et puis choisir la solution, la meilleure solution. Je fais un petit raccourci là, mais grosso modo, à la fin, ce qui est important, c'est de pouvoir choisir la solution pour laquelle vous allez commencer. Donc, imaginons que c'est se brosser les dents. Par exemple, ça va être, on va aller changer de pâte dentifrice. Voilà, hop, on entoure celle-là. On se dit, OK, on fait le suivi parce qu'il faut faire un suivi à votre contrat, c'est-à-dire on va vérifier que la solution fonctionne la semaine prochaine.
Donc, on écrit la date du suivi. La semaine prochaine, on reprend le contrat et on fait un point avec la famille. Est-ce que c'était plus facile de se brosser les dents? Est-ce qu'on a répété 46 000 fois ou pas? Est-ce que nanana? Non, tout va bien et tout. Le problème on a changé la pâte dentifrice, du coup, ça a tout réglé. Parfait, merveilleux. On vit dans le monde des bisounours, c'est merveilleux, trop cool. Et si par contre ça n'a pas marché, on reprend notre feuille de l'accord et là on va aller voir le reste des solutions et on va aller chercher une deuxième solution. Donc ce qu'il y a de vraiment cool avec cet outil-là, c'est que on se sent moins démuni et il y a moins cette phrase de j'ai tout essayé qui sort parce que du coup il y en a encore plein d'autres et souvent même quand on va reprendre la feuille une semaine après, il y a de nouvelles solutions qui vont apparaître. Donc c'est un petit peu sans fin. Et donc, du coup, ça amène vraiment cette idée qu'il y a toujours une solution à n'importe quelle problématique. Parce que vraiment, la violence, elle commence à arriver quand on croit qu'on est arrivé au bout et qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Donc, cet outil, il peut vraiment aider beaucoup, beaucoup de familles. On peut aussi le faire avec les plus jeunes. Évidemment, clairement, il est fait pour les plus âgés. On peut le faire pour les plus jeunes en version plus rapide et plus à l'oral. Après, nous, on va faire le petit papier avec des dessins pour que ce soit visuel, mais il peut vraiment se décliner. Donc, voilà, j'encourage vraiment toutes les familles à pouvoir l'essayer. Et si vous avez besoin de plus d'explications, on est là. Voilà, voilà. Ah, super, merci Sarah. Super. Alors, Alors, du coup, moi, je voulais juste rebondir sur les enfants avec la crise de colère. Personnellement, je suis quelqu'un qui monte vite dans les taux. Donc, quand tu as deux enfants, deux garçons, moi j'appelle les lionceaux. Quand tu as deux lionceaux à gérer et quand ils pètent les plombs, ils crient et toi tu te retrouves là, tu sais plus trop comment faire. Je parle en tant que papa et je m'adresse à d'autres futurs papas ou aux papas. Quand toi tu es là, tu es censé être le père de la maison et que tu peux plus les gérer, ils sont en crise totale. Pour ma part, déjà, j'ai de la chance d'avoir une épouse merveilleuse qui, elle, est plus douce, qui est beaucoup plus remplie d'amour, de paix, qui est beaucoup plus patiente que moi. Et moi, je suis là, je monte dans les tours, j'ai l'impression que ma tête va exploser, la fumée va sortir de ma tête. Du coup, je regarde mon épouse, je lui dis, bon, chérie, il faut que ma solution à moi, mon outil, c'est que je vais faire un tour dans le jardin, je vais me ressourcer 5 minutes enfin, je vais marcher, je vais souffler, je vais évacuer cette boule de colère qui s'accumule en moi. Et ensuite, je reviens vers les enfants, je fais des câlins, je fais des bisous. Je pense que pour un papa, c'est important aussi de faire des câlins à son fils ou à sa fille. Faire des bisous. Bon, après, à 18 ans, je sais pas si je voudrais toujours faire des câlins à mes fils, mais ça, c'est eux qui décident. Je trouve c'est que c'est important de leur montrer, de leur porter cette attention et surtout même aujourd'hui encore, d'apprendre d'apprendre encore comment gérer nous, papa, polynésiens qui avons vécu avec le baleinier et tout. Si moi j'ai fait le choix de voilà, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'aller m'évacuer, évacuer toute cette colère, toute cette rage, cette colère plutôt. Ensuite, je reviens, je suis beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme. Je peux communiquer, je peux discuter avec eux, même s'ils continuent à crier. Je suis juste ma présence à côté d'eux, ça les calme. Eux, ils voient un papa qui les tape pas. Qui est revenu beaucoup plus calme, qui communique, qui leur fait des câlins, des bisous et tout. Je pense à l'idée du papa qui dirait que Violente tape son enfant, qui Violente et tape son enfant. Malheureusement, ton enfant, ton fils, va le reproduire. Pour lui, ça va devenir une normalité. Le fait que tu le tapes, qu'il soit élevé avec violence, ça arrive qu'à l'école, c'est pour ça qu'à l'école, justement, on voit des enfants, c'est souvent des garçons, hein, qui sont vraiment violents, qui tapent, qui volent, qui tirent les cheveux, qui tirent les oreilles, qui se prennent pour les boss de la classe et qui raquettent tout le monde. Je pense que c'est l'exemple en tant que papa, l'exemple que tu as donné, que tu as montré à ton fils. C'est de là, je pense que tu vas forger son éducation
moi, j'ai fait le choix de les éduquer avec amour parce que je veux que, bah, j'ai envie de cultiver l'amour avec mon épouse. Bon, elle est beaucoup plus calée que moi dans tout ce domaine-là. Mais j'ai la vision de mon fils de mes enfants qui, plus tard à l'école, peu importe ce qu'ils subiront, ben, ils diront, ils répondront tout avec amour plutôt qu'avec les poings ou avec les pieds, quoi. Donc voilà mon vécu, ce que j'essaie de faire et ce que je continue de faire avec mes enfants. Donc voilà, merci. C'est trop mignon, j'adore. Merci. Ah oui, voilà. Ok, c'est ok Alors, pour toi, Rémi? Ça a coupé Oui, c'est bon. la fin de la phrase. Mince, j'ai manqué ça. Ah, merci, ça m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup, Rémi. Merci, Sarah aussi. Écoutez, là, en direct, c'est juste incroyable tous les commentaires qu'on peut avoir. Moi, je propose qu'on s'arrête là, les amis, parce que on est déjà à 1 heure, un peu plus d'1 h 30, je crois, de live. En tout cas, c'est vraiment, vraiment chouette. Alors, est-ce qu'on est toujours en live? Parce que moi, j'ai un petit souci là. oui, ici, Oui, oui, c'est oui. bon, hein? Oui. Je sais plus ce que je disais, du coup. Mais en tout cas, on avait beaucoup de personnes sur ce live et qui ont été en plus de ça très, très actives, beaucoup d'interactions. C'était vraiment chouette. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui ont commenté d'autres outils, donc je vous invite à aller regarder dans les commentaires aussi. Je pense que ben, ce qu'on a pu échanger, puis notamment, je pense à Fanny Vella, tu disais. Oui. On a parlé de la CNV, voilà. Tout ça, on va le partager avec vous, bien sûr, dans les semaines à venir, dans les jours ou les semaines à venir. On a des emplois du temps respectifs très chargés, paraît-il. Mais en tout cas, voilà. On continue de partager avec vous avec grand plaisir, avec beaucoup d'amour, comme d'habitude. Euh, Moi, j'aimerais juste, avant de terminer cet événement, remercier déjà ben, tous nos internautes. On a senti vraiment beaucoup d'amour aussi derrière vos écrans là. Et puis, merci à Sarah d'avoir initié cette belle conférence et à Rémi de représenter les papas qui s'investissent de plus en plus dans nos familles. Et aujourd'hui, on est juste waouh quand on voit ça. Et demain, ce sera la norme. Et ce sera encore plus beau que ce soit la norme. Donc voilà, merci à vous, les amis. Et puis, il y a une expression africaine qui dit, il faut tout un village pour élever un enfant. Et moi, j'adore cette expression. Et c'est sur ça que je voulais terminer ce soir. Vous dire que rester seul dans son coin, ça peut être douloureux. Et s'ouvrir et demander de l'aide, ça peut enlever tellement de nœuds. Alors, je vous invite à le faire. Il existe beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup, beaucoup de ressources aujourd'hui qui peuvent vous aider. Alors, surtout, surtout, ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Donc voilà, gros bisous d'amour à tous, beaucoup d'amour dans vos foyers. Et, euh, et oui, les droits de nos enfants, c'est top cette journée, mais c'est tous les jours qu'on va y penser maintenant, parce que c'est très, très, très important. Voilà, prenez soin de vous et bye bye, Nana, bonne soirée. Bye bye les amis, merci Sarah, merci Ah, bonne soirée. Rémi. Merci. Ciao.